Quel bilan tirez-vous de votre séjour à Mayotte? Alors, pour le séjour à Mayotte, un bon bilan pour l'UPR et puis un bilan assez catastrophique pour l'île. Là aussi, il faut en revenir à l'histoire. Je ne vais pas me lancer dans toute une histoire de Mayotte, mais il est quand même important parce que c'est quand même le 101e département français, le dernier en date des départements français, où nous avons plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui sont sur place. Il est quand même important que les gens qui ont la gentillesse de m'écouter apprennent, s'ils ne le savent pas, ce qui se passe dans ce département, parce qu'il y a vraiment de quoi tomber à la renverse. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une île qui fait partie de l'archipel des Comores, qui se situe au large de l'Afrique de l'Est. Bien. Il se trouve que cette île a été, disons, jusqu'au XIXe siècle. D'abord, c'est une île où il y a eu de nombreuses ethnies qui se sont mélangées. Et puis surtout, il y a une religion très prédominante, qui est l'islam, d'ailleurs sous différentes formes, qui est l'islam qui s'est implanté dans ces îles au Moyen-Âge. Et donc, il y a à peu près 98 à 100% des habitants qui sont musulmans. Bien. Ces îles, jusqu'à l'arrivée, jusqu'au XIXe siècle, étaient dirigées chacune, il y a 4 îles, étaient dirigées chacune par 4 sultans. Il y a 4 îles, il y a la Grande Comore, enfin en français la Grande Comore, Mohéli, Anjouan et Mayotte. Donc il y avait 4 sultans pour chacune de ces 4 îles. Sauf que la dernière des îles, celle qui est le plus à l'est, celle qui d'ailleurs est entourée d'un des plus grands lagons du monde, qui s'appelle Mayotte, il se trouve que le sultan Drian Souli, en 1841, a décidé, alors peut-être que la marine française du temps de Louis-Philippe l'y a un petit peu aidé, mais le sultan Drian Souli a décidé en 1841 de faire don de son île à la France, au roi des Français, à Louis-Philippe Ier, en échange d'une rente viagère de 1000 piastres par an et la possibilité d'aller de temps en temps se balader à Nosy-Bé, qui est une île qui se situe au nord de Madagascar. Alors, pourquoi l'a-t-il fait? J'entrerai pas dans ces considérations. La France a mis 2 ans d'ailleurs pour accepter le don. Bref, cette île donc est devenue française à partir de 1841. Les 3 autres îles des Comores n'ont été agglutinées à la République française que dans les années 1880, c'est-à-dire 40 ans après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas la même mentalité, m'a-t-on dit, entre les grands Comoriens, les habitants de la Grande Comore, qui sont considérés comme les érudits, les intellectuels du pays. Les habitants de Mohéli et d'Anjouan, qui sont plutôt des agriculteurs et des travailleurs. Et puis les habitants de Mayotte, qui, dit-on, ont la réputation d'être en général des gens qui aiment prendre du bon temps, qui aiment prendre du plaisir, et qui sont réputés, notamment auprès des Anjouanais, comme étant moins travailleurs. Voilà le décor planté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment des décolonisations, donc dans les années 50-60, les Comores, l'ensemble de l'archipel des Comores était encore français, et dans les années 70, eh bien, il y a eu un référendum qui a eu lieu en France, donc aux Comores, pardon, en 1974. Un référendum qui a montré que les 3 premières îles, la Grande Comore, Mohéli et Anjouan, ont voté pour l'indépendance à plus de 95 ou 98%. Tandis que l'île de Mayotte a voté pour le maintien dans la République française avec 66% des électeurs qui voulaient rester dans la République française. Alors c'est noué à partir de ce moment-là une espèce de quiproquo et de drame et de conflit. En 1974, c'est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, avec comme Premier ministre Jacques Chirac, et la majorité de l'époque, notamment la majorité RPR, a décidé que Mayotte, ayant voté très majoritairement en faveur du maintien dans la République française, devait rester français, et donc a considéré que le scrutin devait se faire île par île. Il a considéré d'autant plus que Mayotte, je l'ai rappelé précédemment, n'avait pas la même histoire que les autres îles. Voilà. Mais depuis ce moment-là, alors Valéry Giscard d'Estaing, qui était un peu plus réticent à cette affaire, en 1976 a fait coup sur coup 2 référendums supplémentaires à Mayotte, en disant aux Mahorais, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir rester en France? Et puis un deuxième, vous êtes vraiment sûr de vouloir rester en France? Et là, il y a eu 98% de oui pour le maintien dans la République. À partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel, qui a été d'ailleurs saisi par les autorités mahoraises,
a donné raison aux autorités mahoraises. Donc on a été également piégé par notre propre constitution. Et donc Mayotte est resté français. Mais je dis piégé parce que d'un autre côté, l'Organisation de l'Unité africaine et l'Organisation des Nations Unies considèrent que que la France n'aurait pas dû traiter séparément les 4 îles, qu'il aurait fallu considérer le résultat du référendum de façon solidaire pour les 4 îles et donc accorder l'indépendance aux 4 îles d'un seul coup. De telle sorte que Mayotte figure toujours aujourd'hui sur la liste officielle des territoires à décoloniser qui est tenue à l'Organisation des Nations Unies et que l'Organisation de l'Unité africaine demande également la décolonisation de Mayotte, mais ceci étant complètement coupé de la réalité puisque les habitants de Mayotte, les Mahorais, sont les premiers à exiger que la France reste sur place. Alors ce qu'il s'est passé, c'est que malheureusement depuis 1974, l'archipel des Comores, l'Union des Comores, les 3 autres îles, eh bien, malheureusement, a sombré dans la misère, dans la pauvreté, avec d'ailleurs des régimes politiques qui se sont succédés, dont certains étaient carrément des dictatures. Et actuellement, dans l'île d'Anjouan, par exemple, c'est la misère noire. Il paraît qu'il n'y a quasiment plus d'électricité, il n'y a pas du tout de centre hospitalier, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe qu'il y a des gens qui sont francophones, qui ont de la famille à Mayotte, qui vivent dans une île qui est l'île d'Anjouan, qui est à 70 km des côtes de Mayotte, et qui vit dans une misère noire. Donc il se passe un phénomène d'immigration clandestine permanente d'Anjouanais qui se rendent à Mayotte. Il y a d'ailleurs également le même phénomène se passe à partir du nord de Madagascar, puisque Mayotte se situe au débouché du canal de Mozambique et est entourée parmi certains des États les plus pauvres du monde. Alors face à ça, bien la France elle se trouve dans une espèce de situation extrêmement compliquée, dont les autorités, le sommet de l'État semble se moquer éperdument. Il y a une immigration clandestine colossale. Les Mahorais sont les premiers à protester. Lorsque Mayotte a pris son indépendance, il y avait quelque chose comme 80 000 habitants. Il y a encore 20 ans ou 15 ans, il y avait à peu près 110 000 habitants. Officiellement, de nos jours, il y a 212 000 habitants, dont 50% de moins de 17 ans. Mais selon les forces de l'ordre, les gendarmes que j'ai rencontrés sur place, avec qui j'en ai parlé, certains estiment qu'il y aurait peut-être 400 000, peut-être même d'autres journalistes que j'ai vus, eux me parlent de 500 000 habitants. Il y aurait la moitié de la population qui serait des immigrés clandestins venus d'Afrique de l'Est, venus d'Anjouan ou venus de Madagascar. Alors, tout ça, ne peut pas durer, parce que c'est quand même une île à la superficie assez restreinte. Et donc, on assiste à une floraison épouvantable de bidonvilles. On se croirait dans les favelas de Rio. Et une montée en flèche de la délinquance, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi à se faufiler à travers les mailles du filet, dont les parents ont été pris et réexpulsés à Anjouan. Mais donc des jeunes qui sont des adolescents laissés dans la nature et qui commettent des larcins, des vols, etc. Donc tout le monde, tous les gens que j'ai rencontrés, absolument tout le monde, que ce soit les Muzungus, c'est-à-dire ce qu'on appelle là-bas les Muzungus, c'est-à-dire des métropolitains qui sont tous barricadés chez eux, mais aussi beaucoup les Mahorais qui représentent la très grande majorité de la population, tout le monde se plaint. J'ai rencontré des maires sur place, maires de communes, qui ont eux-mêmes évoqué ce problème d'une espèce de délinquance incroyable. Et quand on arrive à Mamoudzou, qui est la ville principale de Mayotte, une des toutes premières choses que l'on voit, c'est un centre de détention, un centre pénitentiaire flambant neuf. On est sur une poudrière, on est sur une bombe. Et face à ça, que fait M. Hollande et que fait M. Valls? M. Hollande est allé se balader à Mayotte quelques heures, bien entendu, voici plusieurs mois. Alors pendant qu'il était sur place, ils avaient positionné un Falcon qui faisait le tour de l'île, qui a permis d'arrêter, paraît-il, une douzaine de Kwassa, ce sont les petites embarcations de fortune par lesquelles arrivent les immigrés clandestins. Ça a permis notamment à la gendarmerie maritime de découvrir qu'il y avait donc des centaines et centaines d'immigrants qui chaque jour arrivaient. Et puis lorsque M. Hollande est parti, ils ont enlevé le Falcon, et puis voilà, l'immigration continue de plus belle. Alors tout le monde, il y a eu énormément de gens qui avaient remis des propositions d'action à M. Hollande. Lorsque M. Valls y est passé quelques jours avant que je n'y aille moi-même, puisqu'il a fait le même trajet que celui que j'ai fait, c'est-à-dire après la Réunion, il est allé à Mayotte.
Monsieur Valls, Monsieur Valls n'a rien dit, quoi. S'il a dit qu'il allait placer 17 gendarmes supplémentaires et une quarantaine de policiers. Mais face à une île dont on dit qu'il y a bientôt 500 000 personnes et d'où la délinquance est omniprésente désormais, c'est à l'évidence, l'État n'a pas... Les dirigeants français, là encore, sont en dessous de tout. J'insiste, nous allons entendre parler de Mayotte dans les mois et les années qui viennent si rien n'est fait. C'est une bombe. Et tout le monde sur place dit c'est une bombe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis? Ce qu'il faut faire, à mon avis, d'abord, premièrement, c'est assurer la sécurité de l'île. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est ce que demandent les habitants, c'est-à-dire assurer la protection des frontières de Mayotte en mettant enfin le personnel et les effectifs nécessaires, parce que sinon, au train où vont les choses, dans 10 ans, il y aura 1 million d'habitants à Mayotte, et dans 15 ans, il y aura 2 millions ou 3 millions d'habitants. Donc la première chose à faire, c'est de sécuriser Mayotte. Et puis la deuxième chose à faire, si on veut être raisonnable, parce que ce sont des drames humains épouvantables qui se produisent. Les gendarmes que j'ai vus, il y en avait certains qui étaient émus de ce qu'ils me racontaient. Ils ont assisté à des morts en direct, des gens qui coulent avec le kwassa-kwassa parce qu'ils ne savent pas nager. Ils essayent de les sortir de l'eau. Enfin, c'est vraiment une horreur ce qui se passe. À Mayotte, on a l'impression que tout le monde s'en fout. En métropole, personne n'en parle. Donc ce qu'il faut faire, il faut que la France investisse en masse aux Comores et à Madagascar pour permettre de hausser le niveau de vie des habitants des Comores, notamment des Anjouanais, des Grands Comoriens, et puis dans le nord de Madagascar. D'ailleurs, c'est son devoir, c'était des anciennes colonies françaises. Elles sont certes devenues indépendantes, mais elles sont encore très largement francophones et la plupart de leurs dirigeants, plus ou moins secrètement, sont encore assez francophiles. Il faut absolument contribuer au développement de ces territoires, parce que sinon on va vraiment vers un désastre humanitaire de grande ampleur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, lors des conférences que j'ai faites sur place, de le dire, et d'apprendre notamment à mes auditeurs qui tombaient des nues, que la France, en fait, donne 3 francs 6 sous aux Comores, alors que, je le rappelle, notamment par l'intermédiaire de l'Union européenne, nous déversons des centaines de millions d'euros à des pays comme l'Ukraine, dont le gouvernement néo-nazi est en train de nous... Enfin, qui a des alliances avec des néo-nazis, est en train de nous entraîner vers la guerre avec la Russie. Nous, par l'intermédiaire des fonds européens, on nous ponctionne des quantités d'argent pour des pays comme les pays baltes, où l'on commémore les Waffen-SS. Je rappelle que la France a décidé de jeter par la fenêtre plus d'1 milliard d'euros en refusant de livrer les Mistral à la Russie. Bref, toute cette politique internationale est absolument folle. Ce qu'il faut, c'est arrêter de dilapider les centaines de millions et les milliards d'euros que nous mettons, que nous versons non seulement en pure perte, mais pour des intérêts géopolitiques totalement contraires à ceux de la France, et qui nous entraînent vers un choc frontal avec la Russie, ou aussi vis-à-vis de la Syrie d'ailleurs. Et puis avec cette immensité d'argent que nous allons récupérer, en distraire une petite partie, mais qui sera significative, pour permettre aux Comores, d'une part, à l'Union des Comores d'une part et à Madagascar d'autre part, eh bien, d'atteindre un niveau de développement un peu supérieur de façon à fixer leur population. Voilà, ça, dire ce que je dis, je pense, c'est agir en responsable. Parce que nous n'avons pas le droit de laisser le 101e département français sombrer dans l'anarchie, les bidonvilles, l'explosion de criminalité et la misère. Ou alors, il faut en tirer les conclusions et puis dire on s'en va et on laisse les Mahorais à leur sort. Mais là, on aura un vrai problème constitutionnel parce que c'est prévu dans la Constitution française que nulle cession de territoire ne peut se faire sans l'approbation des populations concernées. Or, les Mahorais, qu'on le veuille ou non, veulent rester français. Au cours de mon séjour à Mayotte, j'ai eu l'occasion de voir tout ça, de parler de tout ça. J'ai d'ailleurs été vraiment très bien reçu notamment par des élus municipaux mahorais. Il y a une nouvelle génération d'élus que j'ai trouvé très prometteuse. J'ai eu l'occasion de voir la beauté de cette petite île également. Et puis nous avons doublé le nombre de nos adhérents. C'était pas très difficile. Nous avions 5 adhérents. J'ai donné un coup j'ai dynamisé les équipes. Nous allons d'ailleurs
avoir un délégué départemental. J'en profite pour le remercier. Il s'appelle Alexandre Alsuet, qui a très 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 bien organisé cette petite visite, ce petit séjour de 3 jours, et qui notamment, avec l'aide de Thierry, qui est un de nos adhérents, a réussi à obtenir, à décrocher une couverture médiatique formidable. L'une des 2 télévisions de Lille, il y en a une, c'est RFO qui nous a boycotté, le service public nous a boycotté, on est assez habitués. En revanche, Kwezi TV, qui est une télévision qui a été créée par un privé, qui a d'ailleurs un taux d'audience qui est à peu près devenu identique de RFO, qui donne beaucoup d'informations justement dont ne parle pas RFO, eh bien Kwezi TV m'a reçu et a fait un reportage de 3-4 minutes sur l'UPR et m'a reçu pendant 12 minutes pendant le journal télévisé de 19h. C'est quand même un tour de force. J'en profite pour remercier les équipes de Kwezi TV et notamment aussi la ravissante présentatrice et qui m'a présenté et qui m'a interrogé pendant ce journal télévisé.